Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Merci de nous recevoir chez vous pour parler d'un sujet important d'actualité. Il s'agit du terrorisme. S'il faut en parler tous les jours pour pousser à l'action, à la prise de conscience collective, il faut le faire. Car voyez-vous, le Burkina Faso s'enlise dans la crise et l'on ne voit poindre dans l'horizon cette volonté aussi bien individuelle que collective de remonter la pente, de se donner les moyens de vaincre le terrorisme. Plus encore, dans cette émission, il est question de la nécessaire collaboration des populations pour vaincre le terrorisme. Avec nous sur ce plateau, pour en parler, Haruna Louré, je vais commencer par lui. Il est député à l'Assemblée législative de transition. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. Tout juste à côté de vous, notre invité qui n'est pas député, je le précise, il est président du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable, le CRED. Il s'appelle Pato Dandassé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Et notre troisième invité, Roland Bayala. Bonsoir. Bonsoir. Député également à l'Assemblée législative de transition et membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité. Merci à vous trois d'avoir répondu présent à notre invitation. Tout d'abord, je vais commencer par les députés, par Roland Bayala, par vous déjà. Comment vous, en tant que député, vous vivez la situation sécuritaire? Merci à Burkina Info, merci à vous, mon frère. Et je remercie effectivement aussi mes co-débatteurs pour cette occasion effectivement que vous nous avez donné une fois de plus nous exprimer sur votre plateau. Effectivement, comme tout bon Burkinabé épris de paix, nous sommes touchés effectivement par la situation sécuritaire depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Donc nous sommes touchés par cette situation et chaque jour que Dieu fait, nous prions Dieu pour que nos autorités en place puissent trouver les mesures idoines pour pouvoir faire face à l'île terroriste. Donc c'est notre souhait. Et en tant que député également, nous œuvrons de jour comme de nuit effectivement à l'Assemblée législative de la transition pour que les choses puissent aller pour le bonheur des peuples burkinabés. Alors, je reprends la question. Je précise également que ce n'est pas fortuit quand je parle de député. Vous êtes avant tout un citoyen burkinabé. Mais il a été demandé aux députés de la transition, notamment par le commandement des opérations du théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Baouni, qui était dans vos murs il n'y a pas si longtemps. Il a demandé à l'Assemblée d'être le porte-voix de l'armée auprès des populations que vous représentez en termes de messages de bonne perspective pour le Burkina Faso et engager les populations pour que nous menons cette lutte ensemble. C'est ce qu'il a dit. C'est ça. Effectivement, l'armée est venue aux côtés, comme d'habitude, de l'Assemblée législative pour voir ensemble comment on peut porter la voix effectivement du gouvernement auprès des populations. Pour dire en fait aux populations qu'il y a quelque chose effectivement qui est fait sur le terrain et que les choses avancent, même si ce n'est pas comme on le souhaite à 100%. Voilà, c'est pour effectivement nous envoyer auprès des populations pour qu'on puisse être ce porte-flambeau effectivement de la population. Haruna Louré. Oui, merci bien pour l'occasion que vous nous donnez et merci également aux téléspectateurs de Burkina Info. Pour revenir sur cette question, vous savez, on a toujours dit le rôle du député, c'est de représenter le peuple. Donc, qui mieux que le député, quoique nous soyons dans une situation de transition, peut aller auprès du peuple, comprendre ses préoccupations, porter le message de ce qui se fait au lieu. Je pense que les députés sont bien placés pour jouer ce rôle-là. Et quoi qu'on dise, vous l'avez dit dans votre introduction, on a le sentiment qu'il n'y a pas une prise de conscience collective et individuelle de la crise sécuritaire aujourd'hui. Peut-être parce que nous n'avons pas assez formulé les messages forts. Aujourd'hui, au-delà de la crise sécuritaire, c'est la crise de la cohésion sociale, c'est la crise de l'unité nationale. Nous pouvons imaginer que dans certains pays, ce que nous vivons aujourd'hui ne peuvent pas se passer. Parce que d'un commun accord, les gens se mettent en branle. J'aime citer l'exemple de l'Ukraine. Je ne prends pas parti pour la Russie ou l'Ukraine, mais on a vu comment le peuple ukrainien s'est mis en branle parce qu'ils se sont sentis menacés. Nous nous sentons menacés plus que le peuple ukrainien parce que nous avons plus de 2 millions de déplacés internes. Il y a la crise humanitaire qui est là. Mais nous sommes un peu comme une grenouille qu'on a mis dans l'eau, qu'on fait bouillir progressivement. Et si nous ne prenons pas conscience de la dangerosité de la situation... Sur les exemples, en termes de message, est-ce que vous, en tant que député, vous êtes allé, même sans attendre qu'il y ait une sorte de demande express de l'armée, aller auprès des populations? De plus en plus, on le fait, mais c'est dans des cadres informels.
on veut que ça soit dans des cadres institutionnels, qu'on puisse dire par exemple que l'Assemblée organise, même si c'est après on communique là-dessus, pas dans l'immédiat, mais qu'on puisse aller. Moi je me dis, il faut qu'on aille au plus près des populations pour comprendre ce qu'ils vivent. Moi en tant que citoyen, en tant que membre d'une organisation de la société civile, on fait des sorties, même les dotations, on le fait. On ne le crie pas partout parce que bon, on dit que c'est pas nécessaire. Et pour souvent des questions de sécurité personnelle, on n'en parle pas. Mais on le fait, mais c'est encore plus porteur que c'est dans le cadre institutionnel. Et je pense que si je rebondis sur ce que le colonel Bamoni dit, c'est un peu son souhait. Le lieutenant-colonel, bon, lui dit, c'est un peu le souhait. C'est que les députés puissent aller auprès des populations, prendre leurs préoccupations, mais dire aussi ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, je pense que s'il n'y a pas cette unité nationale autour de la question sécuritaire, de telle sorte que chaque population puisse comprendre qu'il est un maillon pour défendre le territoire, nous allons avoir du mal parce qu'on ne peut pas avoir des camps militaires partout, ni de la gendarmerie partout. Il faut ce maillage-là. Vous êtes président du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'Assemblée législative, les députés justement de cette Assemblée sont plus proches de la population, ils font passer des messages peut-être de cohésion? Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je dis merci à Burkina Info pour cette opportunité que vous nous offrez justement de débattre sur des questions que je dirais vitales pour notre nation aujourd'hui. La question justement qui a été posée, je suis un peu dans la gêne, oui, parce que demander à un député de la transition d'aller auprès des populations, je trouve que c'est un peu en déphasage avec ce qui devrait être la réalité. Parce que nous sommes dans un contexte où il y a une assemblée qui a été mise en place de personnes, d'hommes et de femmes qui ont vraiment la volonté, qui portent naturellement les messages, les douleurs que vivent les populations à travers la crise que nous connaissons. Donc pour moi, il devrait y aller de soi que nos chers députés aujourd'hui puissent traduire assez vivement auprès de nos dirigeants les réalités que nos populations vivent. Et je pense que nos députés n'ont même plus besoin de se déplacer pour aller... voilà, parce que pour moi, ça va naturellement. Donc, je ne sais pas maintenant quel est le problème peut-être qui est rencontré au niveau de l'Assemblée là-bas pour que voilà, cette question soit posée. Sinon, à mon sens, elle ne devrait plus être posée. Justement, Roland Bayele, il est membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité. Est-ce que vous traduisez dans les textes ou dans vos missions quotidiennes les réalités que vivent les populations auprès de l'exécutif? Non, d'abord, avant d'attaquer effectivement votre question, je pense que ce que le frère Dondassé vient de dire est à quelque part une réalité. Il y a quelque part une réalité parce que, de prime abord, le rôle du député même, le député n'a pas à attendre à ce qu'on puisse lui demander de faire quoi que ce soit. Parce que s'il est à l'Assemblée, effectivement, c'est pour le peuple qu'il est à l'Assemblée, et il doit effectivement être cette cheville ouvrière-là qui, effectivement, souvent pose des problèmes du peuple au sein de la majorité, au sein du pouvoir en place. Mais est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, là où nous nous trouvons, est-ce que c'est ce qui est fait? Est-ce que nous avons cette possibilité de le faire? D'autant plus que nous sommes dans un moment de crise. Un moment de crise où il faut effectivement que nous sortions de ce cercle vicieux que nous avons l'habitude de voir dans nos différents pays. Et aller effectivement être comme des soldats aussi sur le terrain. Donc, je pense que c'est cette réalité qu'il faut essayer de traduire. Et quand je dis aussi aujourd'hui, les députés, nous avons le sentiment que nous sommes trop cloisonnés entre les quatre murs de l'Assemblée. Nous sommes beaucoup cloisonnés entre les quatre murs, de telle sorte que les missions qui se donnent, nous avons commencé, ça fait bientôt 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, est-ce que la population a senti effectivement que le député traduit ses aspirations auprès des gouvernants? Je dis non. Parce que la preuve, tout dernièrement, vous avez vu effectivement des sorties des populations pour réclamer encore plus d'actions allant vers la paix. Cela témoigne effectivement du fait qu'on ne sent pas le député sur le terrain. Et nous l'avons à plusieurs reprises signifié. Nous l'avons signifié, nous disons que le député que nous avons connu, qui est venu par voie d'élection, ce n'est pas ce député-là que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée. Nous devons sortir de cela, parce que nous avons une mission très claire aujourd'hui, c'est de redresser le Burkina Faso, le mettre sur les rails et travailler à ce que tout ce qui est comme action terroriste puisse finir. Mais aussi travailler à ce que tout ce qui est comme action
mauvaises actions qui se faisaient de par le passé puissent revenir à la norme. Donc nous avons une lourde tâche qu'il faut que effectivement les gens comprennent une fois pour toutes. Donc nous nous attelons effectivement à cette tâche. Maintenant pour revenir à ma commission, où vous avez signifié au début que j'étais de la commission Affaires étrangères, défense et de la sécurité, je peux dire que nous avons effectivement très récemment conduit une mission à Bobo-Dioulasso par exemple auprès des différentes garnisons pour nous enquérir de comment est-ce qu'ils vivent, quelles sont les réalités de notre armée. Et je pense que cette mission aussi va se effectuer un peu partout au Burkina Faso. Donc nous sommes effectivement là-dedans. Arnaud Lou, est-ce que nous sommes toujours au stade de savoir quels sont les problèmes qui minent justement l'armée burkinabé? Oui, plus ou moins, parce que quoi qu'on dise, on aime dire l'armée c'est la muette. Il y a des réalités que tant que vous ne vous imprégnez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et comme je vous le disais tantôt, à titre individuel, on arrive de temps à autre, on fait ces sorties pour aller visiter certains trucs de manière officieuse. Parce que bon, il l'a dit. Il faut des immersions. Il faut des immersions pour comprendre, aussi bien au sein de l'armée qu'au sein des populations. Parce que quoi qu'on dise, il y a des réalités tant que vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai été à Kaya récemment. Mais quand il pleut, les déplacés n'ont pas de toit, puisque là où ils sont, c'est noyé. Mais il faut aller voir ça pour voir comment le peuple souffre à quelque part, pour pouvoir le traduire. Parce que si on ne ressent pas ce que les gens vivent en réalité, peu importe ce qu'on peut dire, on peut discourir matin, midi, soir, mais ça va être discouru sur du faux. Donc je pense que cette immersion, elle est importante non seulement pour s'acquérir de ce qui se passe, mais aussi pour apporter la bonne information. Parce que quoi qu'on dise, le peuple burkinabé a besoin aussi d'une maturité politique, de comprendre la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique, au-delà de toutes les considérations, que ce soit ethniques, religieuses, peu importe. Est-ce que ce ne sont pas des choses déjà connues et qu'il urge aujourd'hui d'aller vite et bien, d'aller vite à l'action? Peut-être connu de la part de ceux qui peuvent organiser ça. Je vais dire, voilà, nous, on en débat, on sait qu'il y a une nécessité. Mais vous savez, les institutions ne fonctionnent pas sur le désirata d'une seule personne. Il y a une coordination, il y a un bureau, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc, le combat qu'individuellement on peut mener, c'est exhorter, expliquer, de telle sorte aussi que cela ne soit pas vu de mauvais œil. Parce que quand vous demandez quelque chose, cela peut être vu de mauvais œil si les autres ne sont pas dans cette dynamique-là. Mais c'est d'insister en disant qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir ce fonctionnement que j'ai tendance à appeler néo-bourgeois d'une assemblée. Rester entre institutions, ça ne marche pas. Il faut retrousser les manches, aller au plus près des populations, prendre leurs préoccupations, aller dans les zones où vraiment on doit avoir la réalité du terrain afin de transmettre aux autorités. Et d'une autre manière, ce n'est pas forcément institutionnel. On peut décider, bon, on va aller voir tel ministre dans un cadre non officiel pour vous présenter, voilà les réalités que nous avons à tel endroit. Et souvent, il ne s'agit que de prendre 2 ou 3 petites décisions pour régler le problème. Alors, nous sommes à quelques semaines justement du bilan du chef de l'État sur les questions sécuritaires. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le bilan de ce qu'il a annoncé. Mais, Pato Dondassé, est-ce que jusque-là, depuis le 24 janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que des actions d'envergure sont menées sur le terrain, je vais parler du théâtre des opérations, de sorte à inverser la tendance? Alors, je dois vous dire que, honnêtement, on a l'impression par moment que quelques actions sporadiques sont menées. Sporadiques? Oui, je dois m'exprimer ainsi. C'est sporadique parce que pour moi, jusqu'ici, je n'ai pas vu le développement d'une stratégie assez cohérente. Je sais que ces derniers temps, on nous parle d'une stratégie de dialogue et j'allais dire, une stratégie de dialogue et offensive. Et des actions offensives. Traquer voilà. Jusque dans le dernier rapprochement. Alors, quand vous prenez les mots de cette stratégie, pour moi, ça n'a pas de sens. Une stratégie de dialogue, parce qu'on nous dit que actuellement, ils ont décidé de faire du dialogue, mais pas de la négociation. Et en même temps de l'offensive. De un, c'est du faux. Puisque le dialogue ne peut pas aboutir à quelque chose. Le dialogue, une situation de dialogue, c'est une situation de communication. N'est-ce pas? Quand vous et moi, nous sommes en dialogue, nous sommes juste en train d'échanger. Alors que le gouvernement dit que leur stratégie est basée sur le dialogue, une stratégie de dialogue, et que cette stratégie a permis, de nos jours, à certains qui s'étaient révoltés contre l'État, voilà, de rendre les armes. Je ne crois pas à cela. Est-ce que vous croyez vraiment que dans un État, dans une situation de dialogue,
on peut arriver à cela. Parce que le dialogue suppose simplement une situation de communication. Mais en réalité, je pense que nos autorités ont engagé une négociation. Ah bon? Vous n'y croyez pas au dialogue? Non. Le ministre d'État, Yoro Boli, dernièrement en conférence de presse, l'a dit, je le cite, l'État ne met rien sur la table, nous leur proposons la paix et un avenir plus radieux que là où ils étaient. Excusez-moi, je vous dis, ça c'est un discours qui n'est pas, c'est pas de la vérité, c'est pas véridique. Parce que ils disent cela tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dire au peuple qu'ils ont engagé une négociation avec les terroristes. Parce que le dialogue, engager un dialogue, c'est une discussion. Est-ce qu'une situation, vous êtes dans une situation de communication avec un adversaire, ça veut dire quoi? Vous échangez des informations. Moi, je vais au sens pur des termes. Si vous dites que vous avez engagé un dialogue, mais pas de la négociation, ça veut dire que tout simplement, vous avez engagé une situation de communication avec les terroristes. Mais est-ce qu'une situation de terrorisme, de dialogue peut amener un terroriste à accepter, laisser tomber les armes et se rendre? Non, c'est pas possible. C'est qu'ils ont eu la proposition d'un avenir plus radieux, comme le dit le ministre. Je voulais dire également, excusez-moi, que l'offensive qui est mise dans la stratégie, nous ne sommes pas dans une offensive actuellement. Nous sommes dans la défensive jusque-là. Donc tout le contenu de cette stratégie est fausse. Avant de passer la parole à votre collègue de l'AFT, négociation ou dialogue selon vous? Je pense que les deux peuvent se jouer. Moi, je prends l'exemple sur d'autres pays. Nous ne sommes pas un monde isolé. Il y a des expériences et des expertises d'autres pays qui se sont bien en tirées. Parce que si on dit offensive pure et dure, bon, je pense que ce sont des Burkinabés qui ont pris les armes pour une raison ou une autre. Et si nous faisons la genèse de la crise sécuritaire, c'est parce que l'État est fautif quelque part. Je le dis parce que je pense que c'est parce que l'État n'a pas pu prendre soin de ses enfants que certains de ses enfants se sont rebellés. Donc, à un certain moment, il faut toujours laisser une porte de sortie à ceux qui veulent s'en tirer. On peut utiliser le mot qu'on veut. Si le gouvernement dit c'est le dialogue sans vouloir les défendre, juste caricaturer la situation, on peut laisser une porte de sortie à ceux qui veulent sortir, poser les armes. Et souvent, c'est ces éléments que d'autres pays ont récupérés qui sont devenus des éléments redoutables parce qu'ils ont l'information et la stratégie de comment les groupes sont organisés. Donc, il y a cette possibilité. En même temps, l'offensive, c'est vraiment aller à l'offensive et aller matraquer ceux qui refusent de déposer les armes. Mais si on dit on matraque sans donner une possibilité de sortie, je pense que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que, quoi qu'on dise, ceux qui sont en face, à un certain moment, quand l'État sera vraiment puissant et que la terreur aura changé de camp, on sera obligé de négocier. Ça ne serait pas de la négociation, on vous donne ça. C'est comme partout. Hein. Je prends l'exemple de l'Algérie, je prends l'exemple de la Mauritanie, même les Colombiens. L'État est en train de dialoguer, non de négocier. Parce qu'il est en situation de... Selon l'information que l'exécutif donne, il dialogue, il ne négocie pas. Parce que négocier, c'est que je vous propose quelque chose de concret. Mais là, on vous donne une porte de sortie, c'est le dialogue qu'on met sur table. Et celui qui veut déposer les armes... de réinsertion sociale. Exactement. C'est comme... En fait, en réalité, oui. Non, oui. C'est comme un prisonnier, en principe, quand on dit maison d'arrêt de correction, après, on est censé les faire une réinsertion. Pourquoi ils ont pris les armes? Parce qu'ils n'ont pas une insertion sociale. Si l'État peut leur faciliter cette insertion sociale... Et je vous dis, le Burkina Faso n'est pas une île sur la terre. Hein. Il y a eu des exemples qu'on peut citer pêle-mêle un peu partout. Okay. Il y a toujours cette stratégie qui accompagne ceux qui veulent poser les armes pour pouvoir les faciliter. On va revenir sur la stratégie, mais en même temps, qu'est-ce qui explique, Roland Bayala, qu'est-ce qui explique que malgré toutes ces actions, il a parlé de la stratégie de dialogue, on va parler aussi de la création des zones d'intérêt militaire, ça c'est dans les stratégies. Qu'est-ce qui explique que malgré toutes ces actions, des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie, les groupes armés terroristes arrivent à enrôler, arrivent justement à étendre leur hégémonie dans les localités? D'accord, moi je vais prendre la chose sur deux volets. Le premier volet, effectivement, il faut dialoguer parce qu'effectivement, il y a des Burkinabés qui ont pris des armes contre des Burkinabés. Mais le deuxième volet aujourd'hui, ce qui explique encore plus que ces terroristes-là soient toujours aux aguets et ils prennent toujours du terrain, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Et nous l'avons crié sur les toits au moment où nous étions dans la société civile. C'est parce qu'il y a des données claires, posées, qui nous montre que la stratégie que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est une stratégie qui est déjà dépassée et ça va forcément tôt ou tard nous retomber là-dessus. Nous disons aujourd'hui que les terroristes qui sont là, on sait d'où viennent les terroristes. Nous savons forcément que ces terroristes ne sont pas venus de partout, ces terroristes sont armés par des puissances. Ah bon. Nous savons effectivement que les armes, le Burkina Faso ne fabrique pas d'armes. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Nous sommes là et nous sommes cramponnés. Les terroristes sont armés par les puissances? Oui.
Aujourd'hui, c'est clair. Les armes, je prends un simple exemple. Allez-y. Le Burkina Faso, vous voyez le territoire, notre territoire aujourd'hui, nous sommes au Burkina Faso avec certaines puissances qui disent qu'elles viennent en aide au Burkina Faso pour traquer les terroristes. Et ces puissances ont accès à notre territoire. Ce sont ces mêmes puissances-là qui survolent l'espace aérien burkinabé pour venir. Nous avons des frontières qui sont là. Et ces frontières sont surveillées effectivement par nos forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'on attrape un terroriste, les armes que ces terroristes utilisent contre nous-mêmes, nous voyons que ce sont des armes qui viennent d'ailleurs. On s'est posé à plusieurs reprises cette question. Qui arme? Et récemment, on a entendu qu'il y a eu une piste d'atterrissage. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que bon, voilà, c'est une piste qui ne conduit à rien, etc., etc. Mais en réalité, nous avons toujours posé le problème de la sorte. Il faut que nos coopérations puissent être revues de façon claire et sincère. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on joue à la politique de l'autruche. Tant qu'on va continuer à caresser ceux avec qui on coopère, la chose va toujours demeurer. Vous dites que la situation, enfin pour vous résumer, la situation dans laquelle nous sommes est due en partie justement aux puissances. En grande partie, où le Burkina Faso est devenu un terrain de business. Surtout le Nord, est devenu un terrain de business où chacun vient faire son business et chacun négocie à sa manière. Qui est de la responsabilité de l'État? Mais c'est de la responsabilité de l'État parce que l'État... Je vous pose la question, quid de la responsabilité de l'État? Qu'est-ce que l'État burkinabé fait justement pour contrer les plans, comme vous le dites, des impérialistes Mais l'État burkinabé caresse. C'est ça, c'est ce qui est dérangeant. L'État burkinabé caresse ses coopérants. Lorsqu'il y a un problème qui se met sur la table, on vous dit, soit tu m'arranges, soit... Tu débarrasses le plancher. Et c'est ce que les populations sont en train de crier depuis un certain temps. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ce qui se passe. Voilà. On va revenir à vous. Oui. Alors, j'espère qu'on va revenir sur la question de la stratégie parce que c'est très important. Si nous n'avons pas de résultats aujourd'hui, il faut regarder à la stratégie. Mais je voulais revenir un peu sur ce que mon prédécesseur disait. Je voudrais qu'on sache que face à ce qui nous endeuille aujourd'hui, il y a deux faces. Il y a la face visible de l'iceberg et il y a la face invisible. Et donc quand on parle de la face visible aujourd'hui, il faut regarder, par exemple, qu'il y a des détournements, par exemple, de camions-citernes d'essence qui sont évoqués. Les sources de financement du terrorisme. Oui. Tout ça, ça fait partie. Ça montre qu'il y a une main mise, il y a une main externe sur ce qui nous arrive. Si vous regardez, par exemple, quand je veux parler de la face invisible, en 2012, le président de la transition du Mali, Dioncounda Traoré, il s'était rendu au Qatar pour demander à l'émir du Qatar de venir en aide au Mali face à ce qui se tramait dans le nord. Il a été éconduit. Si vous regardez, durant toutes les dernières années du règne de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé a passé tout son temps dans les pays du Golfe, précisément au Qatar et autres. Si vous regardez, en 2000, si je ne me trompe, en 2015, le ministre de la Communication du Tchad était allé au Cameroun et il avait affirmé que 40% des armes que eux, ils retiraient de Boko Haram étaient des armes françaises. Mieux, rien que la semaine passée, vous avez vu que le régime tchadien est allé au Qatar pour faire des négociations avec ceux qui attaquent le Qatar. Moi, je voulais savoir pourquoi et comment se fait-il qu'à chaque fois, quand nos pays sont menacés par les terroristes, il faut qu'on aille dans ces pays-là qui sont si loin de nous pour chercher des solutions. Moi, je me pose les questions. Vous savez aussi que le Qatar et bien d'autres pays du Golfe là, ils font partie des pays les plus gros importateurs d'armes françaises et autres. Et donc, si des armes françaises sont retirées de certains terroristes, on ne dit pas forcément, moi je ne dis pas ici que c'est la France, mais je dis c'est des armes françaises. Il y a une traçabilité dans l'utilisation des armes qui peut être faite. Donc, il est clair qu'il y a une main invisible derrière cela. Cela ne nous disculpe pas par rapport à nous-mêmes notre responsabilité. Mais ceux qui refusent qu'on tienne ce discours de la main invisible se font du tort. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans nos pays,
il y a des gens qui en tirent profit. Si vous faites des recherches, vous verrez qu'il y a même des chercheurs français, il y a même les services de renseignement français, entre-temps, ont révélé que le pays que j'évoque, le Qatar, avait financé, avait des soutiens manifestes de certains groupes terroristes. Même les Émirats Arabes Unis. Mais voilà, donc c'est clair. Enfin, on tombe dans les questions de sources de financement avant de revenir sur la stratégie. Des mains invisibles, comme il le dit, qui soutiennent le terrorisme, la face cachée de l'iceberg. Non, mais je pense que sur cette question, on est tous unanimes là-dessus. Il ne faut pas se voiler la face. Ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, dans la sous-région, disons dans la zone des trois frontières de Liptako-Gourma, c'est rien comparativement à ce que les gens font ailleurs et qu'on ne voit pas. Franchement, avec tout le matériel que la France a au Burkina Faso, avec tout le matériel que la France avait en France, on mettait rien que le renseignement, c'est-à-dire que la visibilité qu'ils ont sur notre pays, à la disposition de nos forces de défense et de sécurité. Je pense qu'en quelque temps, on règle ce problème-là. Ce n'est pas des gens qui se cachent. Ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas dans des grottes où ils sortent la nuit. Ils se baladent à 200 sur des motos. Mais en fait, le commandant de la force Barkhane s'est expliqué un peu sur le type de coopération qu'il y a entre la France et les pays qui demandent leur soutien. Donc justement, il faut qu'à un certain moment qu'on puisse se dire la vérité. Si la coopération ne nous arrange pas, qu'on mette un terme définitivement à cette coopération. Que nous sachions que nous sommes livrés à nous-mêmes, que nous puissions nous battre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un double jeu derrière. On dit on vous aide, mais par contre, non, il y a quelque chose. Non, ça, sur cette question, je pense qu'à un certain moment, il faut que nous, Africains, on se réveille et qu'on sache que la coopération qu'on a de l'Europe vers l'Afrique, ce n'est pas une coopération qui nous permet de nous en sortir. En tant que député, je veux parler de Roland Baïla et de Aruna Louré, qui avaient des informations justement sur peut-être des clauses de contrat, sur la coopération militaire entre le Burkina et... Qu'est-ce qu'il faut justement votre argumentaire selon lequel... Avant d'être député, on est d'abord des citoyens qui avons suivi pas mal de choses. Et quand nous lisons notre propre histoire, quand nos dévanciers se battaient pour ce pays, aujourd'hui, il suffit d'aller voir. On ne va jamais nous tendre sur un plateau de riz notre liberté. Il faut qu'on aille les chercher. Je suis désolé, c'est vrai que le discours anti-impérialiste, c'est un discours que je tiens moins, parce que je dis que les premiers responsables, c'est nous-mêmes d'abord, parce que nous n'avons pas su prouver à la face du monde que nous pouvons gérer demain, faire notre pays dans l'intégrité, dans le patriotisme, en mettant en avant l'intérêt commun. C'est là le problème. Mais en dessous de ça, il faut reconnaître que non, les forces étrangères ont toujours miné. Ça, il faut pas se le voiler la face. Et tout ce que vous allez lire sur les documents qui sont à trait avec ça, vous disent clairement et nettement que non, c'est pas une coopération gagnant-gagnant. C'est une coopération gagnant-perdant. Tenir ce discours aujourd'hui de force derrière des mains cachées derrière le terrorisme en quelque sorte ne nous disculpe pas justement de notre responsabilité. Ne dit pas que... Absolument pas. Non, c'est absolument pas. C'est pour cela que nous disons que le péché que nous avons, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas un leadership politique qui s'affirme, qui inspire le peuple à dire que non, nous pouvons nous autodéterminer. Nous pouvons décider de ce qui est bien pour nous. Nos coopérations, nous les analysons. Est-ce que ça nous arrange? Est-ce que ça ne nous arrange pas? Et puis, sans avoir peur. Je pense que le peuple n'est pas aussi naïf et ne pas croire à un leadership politique qui s'affirme, qui défend le peuple contre vents et marées. Tant que cette personnalité, ce leadership politique s'inscrit dans les inspirations du peuple. Il n'y a que le peuple qui peut protéger un dirigeant. En dehors de ça, on peut faire les manigances par-ci et par-là, mais on voit tout ce qui s'est passé, c'est de notre histoire politique depuis 60. Nous avons vu quand vous voulez tricher avec le peuple, ça finit toujours par vous rattraper. Roland Baïla, au niveau de votre commission, qu'est-ce qui est fait concrètement pour revoir ces coopérations entre le Burkina et puis ses partenaires au développement? Au niveau des affaires étrangères, comme je le disais, d'abord c'est à l'interne que ce travail est fait. Nous n'avons pas encore effectivement abordé le volet affaires étrangères. Notre commission, c'est la commission de défense et sécurité affaires étrangères. Et nous sommes plutôt attaqués à la défense et à la sécurité. Je vous disais tantôt que nous avons fait une immersion dans la ville de Bobo-Dioulasso pour effectivement échanger avec nos FDS. Okay. Et je pense que le volet affaires étrangères n'est pas encore abordé à 100%. Et je pense que ça va venir. Ça va venir dans les jours des jours prochains, parce que c'est un volet que nous attendons impatiemment. Nous attendons de voir comment est-ce que, et au niveau de l'Assemblée, on va nous expliquer les coopérations qu'il existe réellement entre le Burkina Faso et certaines puissances. Et je pense qu'à l'occasion, tout le monde entier saura ce que nous avons également à dire, ce que nous avons également à faire. Voilà. Est-ce que vous connaissez vos marges de manœuvre justement dans ce genre dans ce cadre d'espèce? Je l'ai tantôt dit.
ce carcan, oui, c'est ce que je dis, ce carcan dans lequel on a voulu que le député soit depuis il y a des années, il faut qu'aujourd'hui on puisse sortir. C'est vrai qu'on a un règlement intérieur que nous suivons normalement. Nous avons un règlement intérieur. Mais au-delà de cela, c'est la survie du Burkinabé en dépend. Aujourd'hui, nous sommes à un stade de la transition. Nous sommes un gouvernement de la transition. Et en tant qu'autorité de la transition, nous devons effectivement d'attraper le taureau par les cornes, de ne pas passer par les quatre chemins. Et permettez-moi un peu de revenir sur un aspect qui brûle toujours les lèvres. Quand vous parlez, nous avons dit ici qu'effectivement c'est de la responsabilité de certaines puissances étrangères, mais aussi de notre responsabilité. Vous prenez un exemple, comment pouvez-vous comprendre que au moment où un ambassadeur vient, il insulte, il parle mal à des concitoyens burkinabés, à des jeunes et même à l'État, et qu'une partie de la population se lève, décide de dire cet ambassadeur, il faut qu'il rejoigne la France parce qu'il est devenu persona non grata ici au Burkina Faso. Et que lors de cette manifestation du 12, il se trouve encore nos forces de défense sorties. La BAC qui sort et qui gaze cette population, qui réclame le départ de l'ambassadeur de la France. Vous voyez que souvent, nous-mêmes, nous avons une responsabilité que nous jouons. Nous sommes là entre nous-mêmes, nous sommes comme des gendarmes pour nous-mêmes. Non, mais ils disent qu'ils ont déposé, ils ont informé. Ils ont informé l'autorité compétente. Et ici, il n'y a pas lieu de dire est-ce que la marche était autorisée et la marche n'est pas autorisée. Parce que si on repart un peu en arrière, nous savons que ce sont les marches effectivement qui ont permis à ce que l'avènement du coup d'État soit. Et que pour redresser aussi des choses. Et la marche, c'est un mécanisme d'interpellation des autorités. C'est lorsque la population sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle décide effectivement d'aller. Donc il ne faut pas réprimer. Nous avons dit qu'il ne faut pas réprimer une population qui sort pour marcher. Mais malheureusement, pour l'ambassadeur de France, nos populations ont été réprimées. Et je trouve que il nous faut regarder encore dans nos manières de faire avec nos populations. Parce qu'à l'alpha et à l'oméga, c'est la population qui reste. Aucune coopération ne va venir demain dire à nos autorités, vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait. C'est la population qui juge. Et donc, si ça ne va pas, et je pense que le gouvernement ne serait pas en de bons termes avec cette population. On va revenir sur les sources de financement par rapport justement au terrorisme. Et vous dites, dans votre dernière conférence de presse, je reprends vos propos, hein, vous dites qu'il y a de forts soupçons, qu'il y a des implications au haut niveau, il y a la trahison au haut niveau. Ben, je pense que nous tous ici, à analyser les choses, on doit pouvoir se le dire. Ah bon? Oui, mais quand on vous dit que 14 citernes ont quitté le Niger et qu'une fois entrées sur le territoire burkinabé, elles ont disparu et que jusqu'à ce jour, nous n'ayons pas une communication officielle qui puisse situer le citoyen sur cette situation, je dis qu'il y a un fort soupçon. Parce que ce n'était pas le seul cas. Bien avant ça, il y a eu des cas. Et je pense même qu'il y a eu des situations où des gens ont été arrêtés dans le cadre de trafic de carburant au profit des terroristes. Donc, aujourd'hui, il est clair. C'était relevé, je crois, cette charge sur les questions de... Ok, mais je le dis... lien entre le trafic de carburant et le terrorisme. Donc, je dis, s'il y a des situations comme ça qui ne sont pas éclairées à travers une communication officielle de nos autorités, s'il y a un silence radieux qui est porté sur ces choses-là, alors le citoyen lambda comme moi ne peut qu'avoir un soupçon d'une certaine complicité. Il y a plusieurs niveaux de complicité. Il y a plusieurs niveaux. On ne dit pas forcément que nos autorités sont ceux-là qui trafiquent ce carburant, mais peut-être qu'ils ont des liens avec ceux qui le font. Là, on ne peut pas savoir. Mais c'est à eux de communiquer clairement pour que le citoyen... Parce qu'aujourd'hui, vous me permettez de rebondir sur quelque chose. Aujourd'hui, le gros problème que nous avons aujourd'hui en tant que citoyens, c'est le manque d'information. Le citoyen est manipulé. Le citoyen est sous-informé. Il est désinformé. Aujourd'hui, c'est plus les réseaux sociaux qui informent le citoyen sur la situation que vit notre pays, plutôt que nos autorités elles-mêmes. Alors qu'en temps normal, s'il y avait une très bonne communication, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque aux citoyens pour être plus efficace dans son action, c'est l'information. Si les autorités avaient une certaine réorganisation sociale qui permettrait d'intégrer le canal de l'information dans la structure qui permet de lutter contre le terrorisme, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là.
Donc je pense que ce que nous avons dit le 16 juillet, lors de notre conférence de presse, tient toujours. Je n'ai pas vu en un cas où quelqu'un est sorti démentir ou apporter des arguments qui puissent nous permettre de dire le contraire. Dit qu'il y a un niveau d'implication à un très haut niveau. À un très haut niveau. Oui, en partie, je suis d'avis avec lui sur la question de la communication. Nous savons que l'exécutif pêche par manque de communication. Ça dégage l'impression d'un manque d'assurance dans ce qu'on fait. Et je pense que ça, s'il y a quelque chose à revoir primordialement, c'est cette communication et qu'il faut être en communion avec le peuple. Parce que le peuple a besoin de sentir ce que ressent. Là, si l'autorité est en sérénité, il doit transmettre cette sérénité-là au peuple par des canaux de communication. Mais la deuxième partie où je ne suis pas totalement d'accord, c'est que même en communiquant avec le peuple, on est dans une situation de guerre, il y a certaines informations qu'on ne pourra jamais donner directement parce qu'il y a des implications qui ne peuvent pas être transmises. La question des 14 citernes, c'est une question qui m'a taraudé l'esprit pendant longtemps. Mais dans mes lectures des séries policières et tout, je me rends compte que ces 14 citernes viennent d'un pays étranger qui devait traverser le Burkina, qui n'a même pas informé l'autorité burkinabé. Ça fait de l'imagination. Mais bon, je ne peux pas épiloguer là-dessus. Ça, c'est un peu une balade intellectuelle qui me dit, bon, peut-être qu'il y a autre chose que vraiment que les terroristes aient détourné cela. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, j'ai aucune information là-dessus, mais c'est dans les fruits des lectures, un peu la balade qui me fait dire ça. Donc, je me dis, non, peut-être qu'on ne peut pas communiquer là-dessus. Je ne défends pas, je mets juste l'hypothèse, mais en grosso modo, je suis totalement d'avis avec M. Dondassé que le gouvernement pêche par un défaut énorme de communication. On va revenir sur les stratégies de lutte contre le terrorisme. Il y a des mesures fortes qui ont été prises par le chef de l'État, la création de zones d'intérêt pour les opérations dans la région du Sahel et dans la région de l'Est, la création d'une brigade de veille et de défense patriotique et le statut de volontaire pour la défense de la patrie, l'ordonnance d'interdiction de circulation d'engins motorisés dans les zones à fort défi sécuritaire. Alors la question c'est, est-ce que toutes ces mesures sont aujourd'hui opérationnelles dans les zones rouges du pays? Je vais commencer par vous. Selon les dernières informations, l'essentiel de ces mesures sont assez opérationnelles dans les zones rouges de ce pays, notamment les zones à intérêt militaire, l'interdiction de circulation, puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, si les forces de défense et de sécurité vous rencontrent avec ces gens d'engins motorisés, c'est comme si vous êtes en infraction. Et comme on le disait tantôt, nous savons déjà que ces zones même n'étaient plus vraiment habitées par nos populations civiles qui avaient déjà quitté. Il faut reconnaître, il y a l'intention qui est déjà là, de prendre ces mesures pour essayer de contrer le terrorisme, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il n'y aura pas suffisamment de mesures pour pouvoir espérer avoir des résultats concrets. Maintenant, est-ce que le délai que nous avons sur la mise en œuvre de ces mesures-là, est-ce que cela permet de jauger vraiment de la réalité sur le terrain? Et il y a un petit pan... Les populations avaient 14 jours pour quitter. Tout à fait. Mais comme on le disait tantôt, c'est des zones déjà qui n'étaient pas vraiment habitées par des populations civiles. L'essentiel de ces zones qui ont été encerclées, comme on nous l'a si bien dit. Et ce qui est réel, puisque nous disons que 40 à 50% du territoire burkinabé n'est plus totalement sur l'autorité de l'État. C'est ce que les derniers chiffres nous donnent. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au-delà du terrorisme, il y a le grand banditisme. Avant, on entendait sur la voie de Dori, il y a des bandits qui ont fait ci, sur la voie de Fada, des bandits. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Il suffit que 2 personnes motorisées avec une arme rentrent dans un village, terroriser les gens, et c'est du terrorisme. Donc, il y a tout ça aussi qui est en jeu, et ce qui fait que nous pensons qu'il faut forcément l'implication réelle. Comme on a dit, les brigades... les BVDP, qui puissent vraiment jouer pleinement leur rôle afin de permettre au Burkina Faso d'avoir plus de mordants. Parce qu'aujourd'hui, le challenge, c'est de changer la roue de la terreur, de telle sorte que, comme quelqu'un l'avait bien dit, qu'on puisse terroriser les terroristes. Tant que nous n'allons pas changer cette visibilité, c'est-à-dire la peur n'a pas changé de camp, nous n'avons pas grand manœuvre. Parce qu'il faut forcément que nous arrivions à faire changer cette terreur-là de l'autre côté, afin de donner plus de possibilités, plus de mobilité aux uns et aux autres pour agir. Oui, je voulais dire que, donc, en partant de la stratégie qu'on a évoquée, je disais qu'aujourd'hui, la stratégie qui est mise en place, c'est une négociation. Ce n'est pas du dialogue. Vous avez bien entendu même. Et en fait, c'est-à-dire le terrain a trahi l'autorité par rapport au discours qui est prononcé. Oui, parce que vous avez vu que dès que nous avons commencé à dire qu'il y a des gens, il y a des Burkinabés qui ont la volonté de rendre les armes, de revenir au bercail, et donc on a engagé un dialogue, vous avez vu qu'il y a eu une flambée des attaques. Et bon, en tout cas, on entend même dire qu'à certains endroits, lors des rencontres, il y a eu des mesures qui ont été demandées
par les terroristes. Par exemple, qu'on demande que dans certains endroits, on ne joue plus la musique à certaines heures, que certaines boissons ne soient plus vendues. Vous pensez que ça, c'est une situation de dialogue? Ça, c'est des gens qui mettent leurs conditions sur la table. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je dis aujourd'hui, l'État peut bien s'engager dans une stratégie de négociation. Mais je dis, le moment n'est pas opportun. Comme mes prédécesseurs l'ont évoqué, pour que nous puissions réellement nous asseoir et dialoguer, si vous voulez le terme, je peux vous le concéder, dialoguer avec qui que ce soit, il faut que nous soyons en position de force. Et la position de force, il faut que nous puissions armer suffisamment nos FDS pour qu'ils puissent renverser la situation. C'est la seule mesure, la seule option qui vaille. Si aujourd'hui, nous ne pesons pas dans la balance, si aujourd'hui 40 à 50%, comme il vient de dire, de notre territoire est occupé par des gens qui sont venus d'ailleurs, et peut-être de chez nous aussi, qui nous imposent leurs lois, qui tuent, qui chassent, est-ce que vous pensez que nous pouvons nous asseoir avec eux pour demander certaines conditions? C'est pas possible. Vous dites que cette stratégie ne peut pas prospérer. Cette stratégie ne peut pas prospérer. La première condition, il faut que nous soyons en position de force. Je demande tout simplement, même moi je pense que cette transition, on s'est donné trop d'ambition. Moi, ce que j'aurais aimé voir de cette transition, c'est de mettre tout en œuvre, même au niveau de l'Assemblée, que le regard, le contrôle de l'Assemblée soit surtout sur les moyens qui ont été mis en place. Aujourd'hui, on a dit, j'ai entendu des discours dire que bon, voilà, il y a des moyens conséquents, il y a un budget conséquent qui a été voté. Mais de par le passé, il y a des budgets qui ont été votés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut faire un diagnostic de ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, parce que pendant 7 ans, c'est inadmissible qu'une armée nationale ne soit toujours pas à la hauteur de mécréants, des enfants de 14 ans qui se promènent avec du n'importe quoi pour venir terroriser des populations. Il faut qu'on fasse un diagnostic sérieux pour savoir exactement qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'armée, au niveau de l'armement. Et que nous prenions les mesures qui vaillent. Et c'est en ce moment que le contrôle parlementaire doit vraiment se faire pour que les mesures qui ont été prises, s'il y a des budgets qui ont été votés, que les budgets soient exécutés pour que nous puissions avoir les moyens qu'il faut en termes de renseignement, en termes d'armement, en termes de munitions, pour pouvoir venir à bout. Quand nous serons à un niveau où nous avons le poids sur la balance, ceux qui veulent dialoguer, nous appellerons. Roland Bala, je crois que c'est ce que vous faites en ce moment, la mission parlementaire au niveau de votre commission. Oui, effectivement, c'est cela. J'avoue effectivement que c'est avec beaucoup de pincement au cœur que nous avons constaté beaucoup de choses qui existaient au Burkina Faso depuis bientôt 7 ans. Et nous sommes toujours dans cette situation. Je vais parler effectivement de la dotation en armement de nos forces de défense. Donc, du coup, effectivement, ça me laisse ça me renvoie effectivement à l'interrogation de mon co-débatteur en disant, pendant 7 ans, nous avons su ce qui se passe au Burkina Faso. Et nous savons que notre armée, les jeunes qui sont au front aujourd'hui, ce n'est pas le courage qui leur manque. La seule chose qui est là, c'est les armes. Nous avons besoin d'armes pour lutter contre ces mécréants. Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il a relevé. Voilà. Aujourd'hui, le budget de la ce n'est pas défense, une question de budget. Tout ça, ça rentre dans la stratégie. Ce n'est pas une question de budget. Aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin d'armement pour aller à l'offensive. Il se fait qu'aujourd'hui, dans ce cercle-là, est-ce que le Burkina Faso a la possibilité effectivement de traverser des frontières, de traverser des pays, même s'il achète des armes ailleurs? Est-ce que le Burkina Faso a la possibilité de traverser ces pays-là avec ces armes-là pour venir les donner à nos forces de défense et de sécurité? Et vous voyez que ça met effectivement à plat la question de coopération. Voilà. Donc, dans les coulisses aujourd'hui... Vous sous-entendez que le Burkina Faso est empêché, l'État burkinabé. Mais bien sûr. Mais pourquoi il n'y a pas des armes, vous voyez, la chose, je vous pose encore la question suivante. Pourquoi est-ce que les terroristes, eux, ils ont la possibilité d'avoir des armes lourdes sur notre territoire, alors que nous n'avons pas cette possibilité? Pourquoi pour ce qui est des armes françaises, je vais terminer. Pourquoi l'armée française, par exemple, a la possibilité de tourner avec ses hélicoptères? Et nous, pour aller à un théâtre d'opération, il faut aller négocier et quelques hélicoptères au niveau de l'armée française pour aller faire des frappes. C'est ce qu'on veut dire dans la mission parlementaire. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous voyons sur le terrain. Voilà. Et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas directement aller acheter des armes?
pourquoi nous ne pouvons pas aller acheter des hélicoptères? Pourquoi lorsque nos hélicoptères ont des trucs qui ne vont pas, ont des défaillances, nous n'avons pas cette possibilité directement d'aller commander et de revenir avec très tôt? Pourquoi on n'a pas assez d'hélicoptères? Voilà ces questions que nous nous posons et je pense que l'État doit effectivement comprendre. Et ça remet encore en cause la question de coopération qui est là toujours, qui met toujours des épines dans les pieds de nos autorités et qui ne veulent pas comprendre. Arnaud Loué, vous allez revenir. Non, il ne s'agit pas de tergiverser sur la question. Vous savez que le monde est régi par certaines formes de coopération, d'autres qui sont signées depuis les années 60. Le Burkina Faso ne peut pas se lever du jour au lendemain, arriver en Turquie, que je vais 5 drones comme ça et puis ramener ça sans souci. Vous le savez aussi bien que nous. Donc, ça fait que la question de la coopération doit être remis à plat. Il faut que nous puissions savoir les coopérations qui ont été signées dans les années 60-80, ce ne sont plus les mêmes réalités aujourd'hui. Nous sommes dans une situation d'urgence où si nous avons besoin d'une arme, qu'au moins qu'on puisse réduire au maximum le délai d'achat de ces armes-là. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas une question de c'est vrai ou c'est faux, c'est ce qui se fait et c'est de manière internationale, c'est régi. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut peut-être sortir de ces carcans. Pas peut-être, il faut sortir de ces carcans qui sont régis depuis longtemps. Nous pouvons parler encore de la stratégie. Vous savez, le plan national de stratégie, quoique ça reste, le plan dans sa globalité reste encore confidentiel, mais les experts qui ont collaboré à l'élaboration, quand vous discutez avec eux, et puis c'est depuis le régime passé que ça avait été élaboré et puis remis à jour. Donc, ils vous disent que c'est un travail formidable qui est fait. Je me dis que la complexité de la question sécuritaire, du terrorisme, est fait qu'on ne peut pas dire qu'il faut forcément ça. Moi, je reste persuadé qu'en même temps qu'il faut armer, c'est vrai, c'est primordial, c'est même la première chose à faire, en même temps, il faut trouver des solutions atténuantes. Parce que je le dis tantôt, si on part réinsérer ces populations sans leur apprendre à s'en sortir d'eux-mêmes, ça ne marche pas. Si on parle de réinstaller, on replie bagage, quand on vient s'asseoir à Ouagadougou, forcément ils seront attaqués. Donc je pense que c'est des VDP ou parler des populations. Quand je parle des populations, c'est pas forcément. Certaines opinions demandent à ce qu'on arme les populations dans les villages, dans les quand localités. on dit armer les populations, il ne s'agit pas d'aller dans un village, bon tu as 18 ans, je te donne une arme. Absolument pas, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a pas mal de communes aujourd'hui qui ont des commissariats, qui ont des gendarmeries, qui ont même des camps. On peut détacher des unités militaires de telle sorte que quand on part dans ce village-là, comme on les appelle les VDP, on peut sélectionner 100 personnes qui vont faire surtout la veille. Et on peut mettre 10 armes à leur disposition de telle sorte qu'il y ait des relais. Il ne s'agit pas de donner une arme comme des petits pains aux gens. Ça peut se coordonner dans une stratégie nationale de telle sorte que chaque citoyen burkinabé qui se sent capable de le faire s'insère dans une démarche. Ça peut ne pas être forcément des armes directement. On sait qu'aujourd'hui, l'un des piliers de la guerre, c'est l'information. Ce qui fait qu'on se pose la question, comment ça se fait que depuis on n'arrive pas à infiltrer ces groupes de manière massive pour pouvoir éradiquer cette question? Ce sont autant de questions qu'il faut poser, mais je pense que la contribution de la population d'une manière ou d'une autre est nécessaire tant la crise n'est pas qu'une crise de défense, mais beaucoup plus une crise de sécurité de ce qu'on voit aujourd'hui. Justement, ce qui nous amène à cette grosse interrogation, la nécessaire collaboration de la population. Comment justement on met justement à profit ces populations pour venir à bout du terrorisme? Bon, je dois partir du constat déjà qu'au Burkina Faso, il y a une conscience citoyenne vis-à-vis du devoir du citoyen. Parce qu'il s'agit de cela aussi. On a parlé tantôt des VDP. C'est des pauvres gens. Quand nous avons organisé notre forum sur les défis sécuritaires le 5 mars 2022, nous avons fait venir des VDP. Mais si vous écoutez leurs témoignages, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Mais donc ça veut dire aujourd'hui, il y a des gens dans des villages qui ne dorment même plus dans leur case, qui dorment dans la brousse, tout simplement parce qu'ils veulent défendre leur communauté. Donc il y a une conscience citoyenne. Si déjà nous partons de ce fait, je pense que ce qu'on doit faire, c'est comme je parlais tantôt d'une réorganisation, une réinvention de notre organisation sociale. De sorte que vous prenez la communauté lobby, vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, des attaques qui ont été, des incursions que des gens ont voulu avoir dans ces communautés, et vous avez vu leur réaction avec succès. Moi, je pense qu'au sein de nos communautés, nous avons des modèles que nous pouvons répliquer. Il s'agit donc de travailler à identifier comment certaines sociétés sont organisées de façon efficace et que nous puissions répliquer leur modèle à travers des informations et de la formation, des partages de connaissances entre les communautés. Ça se fait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme sans qu'il n'y ait un minimum d'armement à chaque lot de communauté. Donc, il s'agit de travailler de façon stratégique, scientifique, pour permettre aux communautés
de désigner des responsables qui puissent être armés et qu'au sein de ces mêmes communautés, il y ait des gens qui sont chargés seulement de l'information. Vous savez, dans nos communautés, structures sociales, là, il y a des spécialisations, en fait, des gens qui n'ont pas forcément un doctorat en quoi que ce soit, mais qui ont de la connaissance, qui sont souvent acquises depuis les ancêtres. Donc, je pense qu'il faut voir au sein de nos sociétés, pour réorganiser les gens, pour qu'ils puissent, chacun à son niveau, être plus efficaces dans l'apport de la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il s'agit de cela. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de communautarisation de la guerre? Parce qu'il y a des audios qui circulent. Je crois que même le gouverneur de la région du Sud-Ouest a fait un communiqué. Il y a des acteurs majeurs qui se prononcent sur la question. Des risques de guerre civile. Est-ce qu'il ne faut pas justement... Non, vous savez, nous sommes déjà dans un risque de guerre civile. Bien sûr. Vous avez vu qu'il y a des communautés qui ont été stigmatisées. Il y a plusieurs fois on a évoqué des risques de guerre civile. Quand vous êtes dans un contexte comme le nôtre, le risque est là. C'est la façon dont nous nous organisons justement pour faire face au risque qui nous permet d'être efficaces sans forcément tomber dans ce risque-là. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, les communautés ont leur rôle central. Parce que d'abord, le citoyen, il est au centre de ce qui se passe. C'est la première victime. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de réorganiser les communautés, c'est-à-dire de faire du monitoring, de les suivre, de les encadrer pour qu'ils puissent être efficaces et de leur dire que l'ennemi commun de Burkina aujourd'hui, c'est le terroriste, c'est pas un Burkinabé. Roland Bala, il va prendre la parole avant que... Voilà. Effectivement, je vais abonder dans le même sens que lui. Okay. Au niveau effectivement de la réorganisation sociale, il faut le dire, au début, quand le terrorisme s'est installé, nous avons tout de suite attaqué d'une autre manière que de plutôt nous apaisantir au niveau de nos communautés. Et effectivement, la question du Sud-Ouest a démontré qu'on pouvait faire autrement. On pouvait faire autrement en mettant effectivement les populations à la base, au centre des choses. Aujourd'hui, il y a une certaine organisation sociale qui est dans nos pays. Nous avons, par exemple, les régions qui sont gouvernées, pas des gouverneurs. À l'intérieur, nous avons des provinces, et à l'intérieur des provinces, nous avons des communes. À l'intérieur des communes, nous avons des secteurs, nous avons des villages. Donc aujourd'hui, chaque entité est représentée. Et je trouve qu'il serait du rôle, effectivement, de chaque gouverneur de région de voir, parce que les stratégies ne peuvent pas forcément d'une région à une autre être les mêmes. C'est ce que je pense que l'autre, il y a un de nos ministres, le ministre Bilgo a voulu dire que la question du Mali est différente de la question du Burkina Faso, il faut traiter les choses au cas par cas. Effectivement, sur cette question, je trouve que la question du terrorisme au niveau du Burkina Faso, vous allez arriver dans une zone, vous allez vous rendre compte que ce sont des communautés qui sont à couteau tiré. Et ces communautés, entre elles, la manière de gérer ces communautés dans une autre région, vous allez trouver que c'est des terroristes qui sont venus d'ailleurs et qui viennent attaquer la population. Donc vous voyez qu'on ne saurait effectivement s'attaquer à la même question de façon, de la même façon. Comment met la population à profit? Ça, la grosse interrogation. Aujourd'hui, je dis, la question est quand même simple. Que chaque gouverneur, et c'est là encore de dévoiler certaines stratégies, ce qui aussi n'est pas intéressant sur des plateaux souvent. Mais je pense qu'il appartient au gouverneur, effectivement, de chaque région, de convoquer tous ceux qui sont acteurs majeurs de la localité et autour d'une table ronde et d'échanger sur des propositions de stratégie. Et vous allez voir qu'il va se dégager plusieurs stratégies en fonction de certaines régions qui vont permettre aux gens de faire face. Et maintenant, l'État vient à la rescousse maintenant de chaque région en amenant maintenant les moyens dont il a pour pouvoir gérer. Sinon, le travail à la base, le travail de réorganisation a été déjà posé. Si ce travail est fait, et l'État vient en appui, et là, ça va encore faciliter les choses. Et quand je parle d'appui, il s'agit effectivement d'appui logistique. Là, il ne faut pas traîner là-dessus. Voilà, si la province dit, la région dit, par exemple, nous avons besoin de tel nombre de drones, nous avons besoin de tel nombre de trucs, etc., que cela soit disponible. Et maintenant, en termes de renseignement, c'est entre eux-mêmes. Ils savent qui est qui. Si par exemple, toi, tu es le fils d'un tel, tu te lèves demain, on te voit, dans les terroristes, forcément, ta famille est dans le village. On sait que tu fais partie des terroristes et ça va avoir des conséquences. Et tout le monde va se retrouver contre toi. Arnaud Louré, voilà, très rapidement. En fait, au-delà du débat, je pense que cela va de la dignité de nos populations. Parce que, imaginez un chef de famille qui est dans son village avec sa famille, ses enfants, qui est obligé de fuir, venir dormir sur des tentes. Quand il pleut, il y a de l'eau dans ces tentes. À un certain moment, il faut que nous puissions donner les capacités à ces populations-là de défendre leur propre dignité. Il a dit tantôt,
c'est pas pour rien que le monsieur préfère aller dormir dans la bourse pour défendre son village. Parce que son père est enterré là-bas, son grand-père est enterré là-bas. Il a grandi là-bas. La rage de vaincre le terrorisme de cette personne-là, ce n'est pas la même chose pour ceux qui viennent en mission. Parce que lui, il défend sa terre. Il défend là où ses ancêtres ont été. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque peut-être. C'est ce que... Et quand vous dites que ça risque de déborder, mais justement, il faut encadrer, que l'autorité l'encadre, que les forces de défense et de sécurité encadrent cela, pour que ça ne puisse pas déborder. Sinon, si nous laissons la chose comme ça se présente, je vous assure que ceux de la région du Sud-Ouest, ils l'ont fait. D'autres régions vont le faire. Et en laissant les gens le faire de manière aller comme ça, c'est là que ça va arriver les exactions. Parce qu'un jour, quelqu'un va se lever dans ce village-là. Ceux qui nous attaquent là, c'est un tel. Mais si l'État l'organise, l'État va leur donner la bonne information. L'État va leur communiquer de telle sorte qu'ils savent qui sont nos vrais ennemis, de telle sorte qu'on puisse avoir cette cohésion pour aller de l'avant. Sinon, si nous laissons à l'état actuel des choses, on peut craindre les affrontements intercommunautaires. Merci Arnaud Louré. Je précise que je rappelle qu'on est à la fin au thème de cette émission. Merci d'être passé ce plateau. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée législative de transition, membre de la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire. Roland Bayala, qui est également député et membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité. Et puis Pato Dondassé, qui est le président du cadre de réflexion et d'action pour le développement durable. Merci à vous trois d'être passé ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, le débat parlementaire. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.